Aux nombreux obstacles liés à leur genre, elles ont répondu par la compétence. Elles ont brisé le plafond de verre. Elles sont désormais de plus en plus nombreuses à occuper les places jusque-là réservées aux hommes. Elles sont fondatrices de leur entreprise, directrices générales de grandes firmes internationales. Ce sont les femmes leaders. Comment vivent-elles ce leadership au Sénégal? Quels en sont les avantages, les freins et les inconvénients en 2021? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré aujourd'hui au leadership féminin au Sénégal, avec plusieurs invités sur ce plateau de Dakar. D'abord, Madame Safia Toussek, styliste créatrice de la marque internationale à succès Saraya, marque de vêtements pour femmes. Safia Toussek, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Second invité de ce plateau, Khady Boy-Anne, la directrice générale de BGFI Banque Sénégal, qui, avant d'être dans la finance, a été très longtemps dans le textile, mais aussi dans le financement des PME-PMI. Bonjour, Khady Boy-Anne. Bonjour, Monsieur Foucault. Merci d'être là. Merci beaucoup. Notre troisième invité est la CEO de l'agence en communication et conseil Global Mind Consulting Group, présente en Afrique de l'Ouest et centrale. Elle est également cofondatrice de AAC 55, Action for Africa Culture 55. Bonjour, c'est Nabou. Lorsqu'on écoute le combat des femmes aujourd'hui, on écoute de plus en plus certaines femmes qui se disent non, on ne veut plus qu'on dise leadership féminin, on veut entendre parler de leadership tout court. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cette bataille-là du genre, que c'est gagné, que vous êtes prise en compte aujourd'hui? Là, je vais commencer par Safia Toussek. Je ne pense pas qu'on soit pris nécessairement en compte. En tout cas, moi, dans le domaine dans lequel j'opère, bon, je suis dans la mode et je suis une femme dans la mode. Je pense que je n'aurais pas eu les mêmes chances qu'un homme, en tout cas d'être assistée financièrement. Là, j'ai eu de la chance parce qu'il y a un fonds d'investissement donc, de femmes, parce que c'est un fonds d'investissement de femmes. Puisque vous avez reçu le financement de Women Investment Capital. Pour vous, si vous n'étiez pas une femme, vous n'auriez pas eu de financement. Les banques sont frileuses avec les femmes? En tout cas, je n'ai pas eu de bonnes expériences avec les banques. Franchement, je ne pense pas qu'il y a un moment, je crois que j'ai arrêté le combat. Et voilà. Donc, mais pensez-vous que c'est parce que vous êtes une femme, tout simplement, ou bien est-ce parce que les banques sont frileuses, tout simplement? Je crois que c'est les deux. Malheureusement. Mais en tout cas, ça a été très facile avec ce fonds d'investissement parce que c'est les femmes et les femmes aiment bien la mode. Donc la communication s'est faite très facilement et elles ont compris le business tout de suite. Donc c'est ça le problème. Elles ont investi 230 000 € dans votre affaire, en réalité. Parlez-nous un peu de Saraya pour que les gens sachent de quoi on parle exactement. Alors Saraya, en fait, c'est une marque de vêtements tradi moderne haut de gamme, donc pour femmes, donc qui a été créée... Comme ce que vous portez. Voilà, comme ce que je porte. Tradi moderne, quand je dis tradi moderne, en fait, j'utilise des matières de chez moi, comme le pagne tissé que vous voyez là, et que je mélange avec d'autres matières nobles, avec du cuir, etc. Donc, je suis économiste de formation, donc j'ai tout laissé tomber pour me consacrer qu'à ça. Et j'ai toujours été une passionnée de mode, en fait. Et donc, j'ai décidé de faire ça, de m'y consacrer à 100%, et c'est allé très, très, très vite. Voilà, parce que oui, c'est allé vite, c'est-à-dire la clientèle a suivi tout de suite. En fait, vous savez, quand on est passionné, je ne sais pas qui disait que quand vous faites quelque chose qui vous passionne, vous arrêtez de travailler. C'est vrai. Donc les choses sont allées très 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 vite. Je ne dormais plus, je m'y suis mise à 100%. Jusqu'à ce que j'ai rencontré cette star américaine qui a porté... en fait, elle n'est pas aussi énorme que voilà, mais elle est quand même... c'est une célébrité. Donc elle s'appelle Tiona Paris. Et donc, vous savez, les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc, elle a porté un de mes hauts, ça fait le tour de la planète. Et voilà, et je pouvais pas honorer les commandes. Et donc, voilà, et c'est à partir de là où je me suis dit, non, il faut que j'ai besoin d'aide. Et j'ai vraiment fait le tour. Et malheureusement, voilà, j'ai pas eu de chance jusqu'à ce que je tombe sur la WIC. Et je pense que dans leur Investment Capital. Voilà, et leur approche, vraiment, je leur lève mon chapeau parce que je me rappelle, j'avais été tellement rejetée que j'ai divisé ma demande de financement, je ne sais pas combien, et c'est tombé sur leur table. Et quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais c'est pas suffisant ce que vous demandez. Donc déjà, leur approche dès le début était complètement différente et ils m'ont mise à l'aise.
Et leur due diligence, pareil, c'est pareil. Ils ont été très pros, ils se sont rapprochés de moi, ils ont été à l'écoute. Parce que je trouve que Ce sont des femmes essentiellement. Ce sont des femmes sénégalaises, des femmes sénégalaises. Ah, c'est des femmes sénégalaises. Ce sont des Donc femmes le Women sénégalaises. Investment Capital, il ne faut pas croire que c'est un truc américain qui arrive. Non, pas du tout. Donc finalement... Moi, j'ai écrit ça au début. Hein. Voilà, Saraya, c'est une marque locale, made in Senegal for the world. Mais vraiment, du point de vue finance, voilà, exactement. Donc j'en suis très contente. Vraiment. Une belle clientèle aujourd'hui. Oui, bien sûr. 90% de mon marché se trouve en dehors du Sénégal et 10%. Voilà. 10%, le Sénégal est un petit marché, Mais est-ce que les Africaines ont adopté votre produit? Ah oui. Alors l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, oui, absolument. Mm-hmm. Alors quand on est dans la banque, là je me tourne vers Kadi Boy Anne. On voit quand même de plus en plus de femmes à la tête de structures financières importantes. Ici au Sénégal, il y en a quelques-unes déjà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on vous voit comme des banquières tout court, pas comme une femme directrice générale de banque? Merci beaucoup, Monsieur Foka. Je pense qu'on nous voit quand même comme d'abord une femme directrice de banque, avant de nous voir d'abord comme une directrice de banque tout court. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il commence à avoir des dames à la tête d'institutions financières, mais on va dire que ce n'est pas quand même, ce n'est pas la majorité. Les femmes de plus en plus essayent justement de se hisser à ces niveaux-là. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile, mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Parce que moi, je prends mon exemple. J'ai commencé d'abord en cabinet, une petite expérience en cabinet. Après, j'ai fait une expérience d'à peu près 5 ans dans le secteur textile. Après, dans un organisme de financement des PME. Et après, j'ai intégré le milieu bancaire. Mais à chaque fois, en fait, à chacune de ces étapes, c'était vraiment d'énormes défis à relever. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui, et je le vois dans mon expérience, c'est qu'il faut y croire. Il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir ce que l'on vaut et il faut faire ses preuves. Et je pense qu'on arrive à se hisser justement à ces niveaux-là grâce à la compétence. Et c'est très, très important. Et quand on fait ses preuves, qu'on montre que justement, ce n'est pas une différence femme-homme. Aujourd'hui, c'est les résultats, c'est les compétences, c'est ce qui compte. Effectivement, on arrive à vraiment se hisser, en tout cas, et à trouver la place que l'on mérite. On a souvent dit que c'était les femmes qui faisaient moins confiance aux autres femmes. Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre domaine, ou les autres qui se disent, bon, pourquoi elle serait directrice générale? Bon, elle est peut-être la petite amie d'un des patrons qui l'a aidée. C'est ce qu'on entend plus souvent des femmes que des hommes, de plus en plus, non? Oui, mais je n'ai jamais vécu ça, très sincèrement. Je n'ai jamais vécu ça. La considération est la même? Oui, je pense, oui. Ou bien peut-être ça dépend des environnements. En tout cas, les environnements dans lesquels j'ai évolué, je n'ai jamais senti... c'est ce type d'appréciation. Nous avons eu, à un certain niveau, on est vraiment dans d'autres considérations, je pense. Dans la performance, dans l'élévation, voilà. Et vos collaborateurs n'ont pas de, on va dire, cette attitude de se dire, bon, c'est une femme après tout? Très sincèrement, je ne l'ai pas ressenti. Bien. Voilà, c'est une bonne chose que l'on comprenne ça. Je ne l'ai pas ressenti. On a tendance à laisser croire que les hommes ont du mal à accepter qu'une femme soit leur patronne. Est-ce que vous ressentez ça? Je ne l'ai jamais ressenti. Ça peut exister, ça peut exister. Mais c'est vrai que peut-être que je n'y ai pas prêté attention. Parce qu'effectivement, je me mets toujours à des niveaux, je veux dire, moi je suis à des niveaux où c'est vraiment la performance qui compte, c'est le challenge, c'est le leadership, c'est vraiment engager les équipes, faire monter les équipes et puis travailler dans la bonne humeur. J'ai vraiment pas senti cet aspect de stigmatisation. Voilà. Ou cet aspect du genre? Oui, du genre, non, je l'ai pas ressenti. Global Mind Consulting, vous, dans votre domaine, est-ce que vous ressentez un rejet c'est un domaine qui est aussi pointu et qui demande une forte personnalité. Est-ce qu'être une femme a été un avantage ou un handicap? Ça n'a pas nécessairement été un handicap. À dire vrai, dans mon parcours
personnel et professionnel, en l'occurrence, j'ai plutôt été confrontée à des acteurs qui savaient ce qu'ils voulaient. Parfois, ils ne le savaient pas bien, donc ils avaient besoin d'être orientés, et d'être accompagnés, d'être conseillés pour mieux formuler le besoin. Et des gens qui avaient le souci d'être accompagnés par des gens qui avaient une maîtrise de leur métier et qui étaient capables d'apporter une vraie valeur ajoutée. Alors c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, très souvent, on a tendance un petit peu à avoir certains préjugés, certains a priori. Lorsqu'on prend la question du genre, on se dit que tiens, beaucoup de femmes sont confrontées à des difficultés qui peuvent exister. Et je rejoins ce que disait Madame Anne tout à l'heure. Je pense que ça dépend beaucoup des environnements, ça dépend aussi des éléments culturels, ça dépend aussi fondamentalement de l'éducation. Quand vous avez baigné dans un environnement où vos parents très tôt vous ont expliqué qu'en fait il n'y a pas de différence entre le petit garçon et la petite fille, que ce qui compte c'est d'avoir un bon comportement, c'est d'être adossé à ses valeurs, eh bien vous comprenez que ça c'est valable pour tout le monde sans différenciation d'âge ou bien de sexe. Donc moi je ne l'ai pas vécu comme une... Mais lorsqu'on en parle au Sénégal, on constate qu'il y a un vrai leadership féminin qui est en train de se développer. Mais vous savez très bien que l'image ou le cliché veut que les femmes aient été moins à l'école, que les parents donnaient la meilleure partie, ou en tout cas prenaient plus soin des garçons que des filles. C'est vrai ou pas? C'est une réalité. C'est vrai que les femmes africaines, de manière générale, souvent peuvent payer ce tribut-là, qui est un lourd tribut. C'est-à-dire que quand il faut choisir, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans la famille, on va avoir tendance à privilégier l'éducation, la formation du garçon, parce qu'on se dit que c'est lui qui a le plus de chances de réussir, et que de toute façon, la jeune Pourquoi fille... il aurait plus de chances de réussir? Ça, c'est un a priori. C'est ces fameux aussi schémas culturels, je parlais d'éducation de culture, qu'il faut aussi, sur lesquels il faut s'insurger. Il y a une question que je pourrais vous poser. Est-ce que vous voyez énormément de femmes astronautes, physiciennes, médecins? C'est pas tant parce qu'elles ne sont pas compétentes. Si on en voit moins que des hommes, c'est tout simplement parce que très rapidement, on essaie de leur mettre dans leur inconscient que non, c'est pas pour elles. Elles devraient peut-être s'orienter vers de la coiffure, et non. Et c'est très plaisant. J'écoutais vers la avec couture. beaucoup... Ouais. Et c'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait tout à l'heure Safietou, ou même le parcours de Madame Anne. Ça montre que c'est possible lorsqu'on se donne les moyens, que tout ça, il faut le déconstruire. Il faut aussi avoir une personnalité forte. Vous disiez tout à l'heure que est-ce que c'est facile justement de s'imposer, et est-ce qu'il ne faut pas de la personnalité? Je pense qu'il ne faut pas en manquer. Et il faut aussi oser s'imposer dans ce qu'on sait faire, dès lors que ça relève d'abord du travail, de la compétence et de l'exigence dans ce qu'on fait. Maintenant, et c'est ça qui me semble aussi être très important quand on parle de cette question du leadership féminin, il faut aussi que nous parvenions à montrer davantage ce que les parcours, les expliquer. Parce que moi, j'ai eu l'occasion dans mon travail de beaucoup bouger, de beaucoup voyager et de sillonner les 4 coins de ce continent. Et moi, je suis juste admirative. C'est une vraie leçon d'humilité de voir à quel point les femmes africaines sont... de tout temps, c'est pas nouveau, des actrices dans la transformation, parce que c'est elles qui transforment. Les hommes transforment très peu. On a tendance à dire que voilà, si on devait s'intéresser aux chiffres, c'est pas non plus l'opportunité de Vous avez donné l'exemple du Sénégal, et vous avez dit que les femmes au Sénégal, comment ça se passe? Les femmes que je vois moi au Sénégal, ce sont elles qui se lèvent à 4h du matin. Ce sont elles qui vont Bon, mais dans le même temps, les hommes se lèvent aussi à 4h du matin. Ce sont elles qui sont si on prend l'exemple de Soumbédioune, qui est pas loin de là où nous sommes aujourd'hui, ce sont elles qui sont là-bas, qui attendent les pêcheurs pour pouvoir vendre. Ce sont elles qui écaillent. Ce sont elles qui transforment les produits locaux. En mer, dans la nuit. Prenons l'exemple même du couscous, puisque ce qu'il faut... Vous avez pris le mauvais exemple quand vous parlez des pêcheurs du marché de quasiment dans tous les secteurs, les femmes sont des formidables agents de transformation. Si je prends le cas même du couscous, le fameux couscous que l'on mange, qu'on consomme, c'est, avant d'être du couscous, c'est du mil. Mais ce ne sont pas les hommes qui transforment le mil en couscous. Ce ne sont pas les hommes qui travaillent le pain tissé que porte aujourd'hui Safietou. Donc on a des femmes sur notre continent, et en particulier, c'est vrai que le Sénégal, on a beaucoup de femmes très battantes, très dynamiques. On a des femmes qui aujourd'hui, et qui ont toujours été entreprenantes, qui ont toujours été engagées parce qu'elles savent qu'elles sont les garants aussi de l'évolution de leurs enfants, de leur foyer. Et pour elles, c'est fondamental. Elles investissent et elles entreprennent d'abord pour une raison de survie. Bien. Ça, c'est la particularité. Bien. Alors là, je vais ramener les choses au débat que l'on entend, puisque pour préparer cette émission sur les femmes, à chaque fois, on a des réactions, et je me fais quelquefois un peu l'avocat du diable. On a souvent dit que les femmes africaines qui étaient des leaders, avaient du mal avec leur famille, parce que ça ne cadrait pas toujours avec la vie de famille, parce que on se dit toujours, ah ouais, mais si t'es comme ça, tu vas pas trouver de mari, et pour elle, le mari est très très important, notamment ici en Afrique de l'Ouest. C'est vrai ou pas, Safietou? Ah, c'est très vrai. Moi, en tout cas, si ce n'est que dans le métier dans lequel je suis, moi, j'ai toujours voulu faire ça, depuis très jeune, mais on m'a toujours dit, mais
tu ne vas pas te faire respecter, styliste, c'est pas un métier, etc., etc. Donc finalement, j'ai fait de l'économie. Et après, vous êtes revenu chasse naturel, il revient au galop. Elle était toujours là derrière moi, à me dire non, 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 je suis encore là. Et en fait, ça ne part jamais. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, que je me préparais, que inconsciemment, j'étais préparée à faire ça. Donc, plusieurs années après, c'est pour ça que c'est allé très vite. Mais la famille a accepté aujourd'hui? Oui, la famille a accepté aujourd'hui. C'est pas qu'ils étaient, qu'ils ont bloqué, vraiment bloqué, mais bon, voilà, quoi. Il y a la pression sociale. Puis il y a la question du mari. Hein? Est-ce Oui, qu'elle va trouver un mari avec ça? Oui. Mais par contre, ma famille n'a jamais été de ce côté-là. Non, 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 jamais. Il n'y a jamais eu de pression de ce côté-là. Madame Anne, vous n'avez pas connu ça, vous? Non, quand on s'est marié à un certain âge, il y a un cap où on a, je pense, dépassé le danger, on va dire. Oui, on a dépassé le danger. C'est une réalité. Quand on s'est marié peut-être tôt, voilà, on s'est mis, on va dire, à l'abri, entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est une pression qui est là, c'est une pression sociale qui est là. Mais je voudrais quand même aborder un point qui est très, très important. Pour des femmes leaders, hein, je pense qu'à un certain moment aussi, si elles y parviennent, au-delà, effectivement, des compétences, du courage, c'est parce qu'aussi derrière, il y a un homme qui vous a supporté, il y a un homme qui vous a poussé, il y a un homme qui vous a boosté. Pour une fois, on n'est pas des adversaires sur ce coup. Ouais. Si Naboudia n'est pas content d'entendre ça. C'est un point qui est très, très important. Je prends mon cas. Si j'ai pu m'expatrier, c'est parce que derrière, il y avait un monsieur qui était là pour gérer la famille. Quand je vais en mission, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour gérer l'éducation des enfants, pour s'occuper de leur vie scolaire, etc. Votre belle-mère, elle voyait ça bien? Très, que ce soit lui qui garde la maison? Très, très bien. Et vous savez, je pense que Seynabou a soulevé un point qui est très important. Je pense qu'aussi l'éducation, l'environnement familial est très important. Quand vous êtes dans un environnement familial également, où effectivement, c'est un environnement où les gens sont allés à l'école, ils ont occupé certains postes, c'est quelque chose qui devient naturel. Il y a moins d'obscurantisme et ça devient naturel. Et je pense que ce soit la belle-mère, la mère ou le papa, je veux dire, on était tous en parfaite symbiose. Et puis je pense qu'ils étaient très fiers de voir que justement, qu'on a pu avoir cet équilibre vie familiale, vie professionnelle. Mais le cliché veut qu'on dise que oui, bon, les copains du mari ou la famille du mari dit, mais c'est elle qui porte le pantalon à la maison. Pour utiliser le terme traditionnel. C'est curieux, on ne se pose pas cette question quand c'est un homme. On ne se pose pas cette question quand c'est un homme. On ne se demande pas, tiens, et comment tu fais pour gérer ta femme? Et comment tu fais pour gérer la belle famille? Et comment, est-ce que c'est toi qui gères est-ce que c'est toi qui tiens véritablement le... On ne se pose pas ces questions-là quand c'est un homme, et quand c'est une femme, automatiquement on se les pose. Je pense qu'on aura vraiment réussi à atteindre, à décoller et à complètement exploser ce fameux plafond de verre quand effectivement, mais on le voit à longueur de fora, etc., on ne parlera plus, on stigmatisera plus les femmes sur ces questions-là, mais qu'on leur posera des questions uniquement sur ce qu'elles font, la manière dont elles font et les obstacles divers qui sont les obstacles de tous les entrepreneurs auxquels elles sont confrontées. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est fondamental d'être bien accompagné, mais c'est fondamental pour un homme d'être bien accompagné, c'est fondamental pour une femme d'être bien accompagnée, parce que ça va être déterminant dans notre carrière, dans notre évolution. Le fait d'être soutenu, d'être épaulé, d'être encouragé dans ce qu'on fait, même quand des fois ça peut aller sur... moi je prends mon exemple personnel, je trouve que j'ai une chance extraordinaire d'avoir la famille que j'ai, d'avoir la maman que j'ai eue et d'avoir l'époux que j'ai, précisément parce que ils ne voient pas ça de manière négative. Le fait que je puisse rentrer tard, travailler à des heures indues, au contraire, mais en toute honnêteté, est-ce que l'environnement accepte toujours ça? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de suspicion? Le mari se tait simplement parce qu'il veut protéger son épouse, mais qu'autour, il y a les proches qui lui disent « Est-ce que tu es sûr qu'il faudrait la laisser partir autant ?» Il peut y avoir cette influence. Elle existe, on ne peut pas la nier. Soyons honnêtes. Non, on ne peut pas le nier, c'est quelque chose qui existe. Et je pense que beaucoup des femmes qui ont du mal à réussir, par moments, c'est ce qui les a freinées. Parce que ça les rattrape, que la famille occupe dans nos sociétés une place extrêmement importante. Elle influence beaucoup et détermine beaucoup des choix que nous faisons. Et c'est vrai qu'on n'est pas confortable, on a cette hésitation. Ensuite, on va nous expliquer que pour faire des enfants, il faut choisir. Soit on fait des enfants, soit on continue son parcours professionnel. Mais on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas avoir les deux. Moi, je suis convaincue que c'est possible. Il suffit simplement de trouver le juste équilibre. Mais c'est une réalité qui existe pour beaucoup de femmes, malheureusement. Ça fait tout. Un jour, il y a un homme qui m'a dit « Ah non, toi, ton genre de femme, on n'approche pas. Les hommes ont peur de ce genre de femme. Non, c'est pas la peine. On drague pas ton genre de femme. » Donc, et je le vois même à travers le regard de certains hommes.
on a l'impression, on m'a dit toujours, oui, tu as l'air un peu trop ambitieuse. On a l'impression que tu en veux un peu trop. Voilà. Au lieu de faire des enfants, que tu veux porter lui le faire la pantalon. cuisine. Voilà, exactement. Il vous voit plus dans la cuisine et puis avec des enfants. Oui, certainement, mais sans le dire réellement, mais je pense que voilà, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'il veut. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ce frein existe encore de façon générale, comme on le décrit? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie ouverture? Ou bien c'est une illusion? Aujourd'hui, l'Afrique ne peut se développer que par les Africains. Donc nous, les entrepreneurs, quand on fait quelque chose, quand on produit, on souhaiterait vendre aux Africains. Et vous savez, c'est un langage qui pour moi est répétitif, parce que c'est quelque chose que je dis souvent. L'Afrique, des fois, pense que le beau et le vrai ne peut venir que de l'extérieur. Oui, le complexe. Donc, voilà. Vous savez, moi, j'aime comme tout le monde, hein, les grandes marques et tout ça, je les porte. Mais si on consacrait autant d'énergie et d'argent avec les autres, chez nous, je pense que ça aurait été autre chose. Parce que moi, je vends du haut de gamme. Et beaucoup de gens refusent de payer le prix. Parce que c'est une marque africaine. Les gens vont me demander systématiquement un rabais ou une réduction. J'étais à une conférence avec des femmes noires américaines qui était organisée, une retraite qui était organisée en Afrique du Sud. Et je me suis levée instamment. Donc, alors pendant 3 jours, on se caressait dans le sens du poil, etc., etc. Là, je me suis levée, j'ai dit, bon, maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai dit, vous savez, moi, quand j'étais jeune, je regardais la télévision et jusqu'à aujourd'hui, je vous regardais chanter à la télévision. Mais quand vous chantez toutes ces grandes marques. J'ai dit, quand est-ce que vous allez chanter une Saraya? Quand est-ce que vous allez nous chanter, nous? D'accord? Parce que cet argent, quand vous le mettez, il part, mais il ne revient pas. Il ne nourrit pas notre communauté. Et une autre information que j'ai eue, qui était pour moi une vraie catastrophe, alors il paraît que dans la communauté asiatique, le dollar asiatique, pour sortir de la communauté asiatique, ça prend 1 mois. Chez nous, les Noirs, 2 heures. Ouais, on a planté les décors, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez conduit votre barque. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont évolué dans le bon sens par rapport à la question du genre en Afrique? Est-ce que, comme dans pas mal de choses, les Africains ont fait un bond en avant dans ce sens? Madame Anne. Alors, moi, je prends déjà l'exemple de BGFI Sénégal. 54% d'effectifs féminins. Au niveau du top management, 60%. Rien que cet exemple, c'est un exemple qui est quand même parlant. Je pense que 10, 15 ans avant, on n'avait pas cette configuration-là. Et on se rend compte de plus en plus, en tout cas moi, dans les entretiens d'embauche, que les filles, les dames en tout cas, sortent vraiment, en tout cas largement au-dessus de la barre. Et je pense que, très sincèrement, la donne est en train de changer. Je pense, la donne est en train de changer, à la faveur aussi des politiques gouvernementales de scolarisation des filles. Donc, on met beaucoup l'accent sur les aspects genre. Et je pense que l'impact positif commence à se faire ressentir. Et ça, on le vit au quotidien. Ça viendrait de quoi? De la pression de la communauté internationale ou tout simplement une prise de conscience locale? Je pense que c'est une prise de conscience locale d'abord. Et puis la prise de conscience que les femmes déjà jouent un rôle déjà. On est un acteur incontournable dans l'économie. Seynabou l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce sont les femmes, c'est vrai, qui se réveillent très tôt le matin, elles sont au marché. On a notre rôle social qui, effectivement, aujourd'hui, fait que la femme, la fille, elle s'engage déjà. Dès le bas âge, elle s'engage. Donc, si ce n'est pas dans une activité économique, c'est une activité où donc elle va à l'école et puis elle poursuit des études. Mais je pense que c'est une prise de conscience d'abord locale. Après, bon, c'est vrai, il y a les politiques économiques, il faut le dire, les politiques de scolarisation des filles, et puis aussi, c'est vrai, toutes ces ONG, toutes ces organisations qui aident aussi à l'épanouissement de la femme, qui les aident aussi dans le financement. Tout ça, ça y contribue, mais je pense que c'est d'abord local. Alors, le cliché du macho avec ces femmes dans la maison avec un mouchoir sur le crâne, est-ce que c'est dépassé ou pas? Est-ce que c'est un cliché ou bien la majorité des hommes ont quand même compris que le moment était venu? On se rend compte que ce qui est déterminant pour eux, c'est justement le fait de pouvoir considérer
les femmes comme leurs partenaires. Comme étant leur égal, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est vrai, quand même, il faut nuancer que ce machisme-là, il existe, mais ce n'est pas le propre de l'Afrique, en fait. C'est un machisme... Il n'est pas plus en Afrique qu'ailleurs, en gros. Exactement. C'est quelque chose qu'il faut combattre avec la plus grande énergie. Il ne faut pas accepter ces stéréotypes, mais ça passe par des choses très simples. Quand vous êtes dans une réunion, vous ne devez pas accepter, parce que vous êtes la seule femme, à devoir vous lever pour aller faire le café. Vous êtes là, vous êtes un homme, vous pouvez vous lever, vous pouvez faire votre café par vous-même. Ça passe par le fait... Ça passe par le fait, lorsque vous êtes sur un événement, si tant est qu'il y a un panel, et moi ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de me rendre compte qu'on parle d'économie, on parle de finance, on parle de développement structurant, endogène, et lorsqu'on voit les institutions ou les entreprises qui représentent et qui abordent ce sujet-là, le parterre, c'est 5 hommes qui sont alignés. Non, les femmes ne doivent pas être uniquement conviées quand il s'agit de parler de leadership féminin ou de comment est-ce que vous faites pour gérer le travail et la maison. Oui, mais là, dans le même temps, on écoutait Mme Anne dire aujourd'hui, dans son entreprise, il y a même plus de femmes que d'hommes. Or, c'est une banque et on parle de développement. Cela veut dire que de plus en plus, elles prennent leur place. De plus en plus, elles prennent leur place. Et le mot que vous avez choisi est très important. On ne la leur donne pas. Elles la prennent. Nulle part le pouvoir ne se donne. Il faut qu'on arrête de faire croire que d'un coup, les gens vont dire « venez prendre ma place ». Ça veut bien dire qu'elles osent. En fait, l'une des principales difficultés, vous allez voir qu'à compétence égale, une femme va souvent hésiter à se présenter pour un poste où elle est totalement légitime et compétente. De moins en moins quand même. Et alors malheureusement, moi l'année dernière, j'ai fait une session justement de leadership où il y avait des hommes et des femmes. Et c'est vrai que dans les prises de parole, il y avait de plus en plus de femmes qui acceptaient de prendre la parole et de partager leur expérience et de partager leur parcours. Mais on se rendait compte quand même que ceux qui prenaient le plus longtemps la parole, le plus souvent, c'était encore un peu des hommes. Oui, mais dans le même temps, Seynabou Dia, pour préparer cette émission, vous savez très bien le nombre de femmes que l'on contacte et qui disent non, moi, j'ai pas envie de parler. Non. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il y a aussi fait même des femmes qui disent on n'a pas envie de venir en parler. C'est une réalité. Et merci de me donner l'occasion de rappeler ça, parce que c'est fondamental. Nous, au quotidien, quand on accompagne des entreprises et des institutions au niveau de Global Mind Consulting, on passe un temps extraordinaire à essayer de rappeler aux femmes qu'elles doivent oser s'exprimer. Elles doivent oser utiliser la communication comme étant un levier pour pouvoir communiquer sur ce qu'elles font, expliquer ce qu'elles font et puis expliquer le pourquoi de ce qui les a motivées. C'est très instructif. Au-delà d'être un outil formidable pour pouvoir développer son activité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement inspirant pour d'autres femmes qui vont se dire mais tiens, ça m'a parlé ce qu'elle a expliqué, j'ai rencontré les mêmes difficultés, je suis heureuse de trouver des clés qui vont me permettre peut-être de les contourner avec efficacité. Donc c'est pas la faute aux hommes sur ce coup-là. Ça veut dire que les femmes africaines et les femmes de manière générale doivent oser. Elles doivent oser entreprendre, oser initier des choses, oser essayer, oser tomber, parce qu'en tombant, on apprend, et au moins, on a le mérite d'avoir tenté sa chance et de ne pas avoir de regrets. Alors, il y a aussi le fait qu'on regarde peu de femmes en politique. Est-ce qu'elles n'ont pas peur de s'engager en politique, ce qui fait qu'elles sont moins représentées, Safietou? Je trouve que d'abord, vous allez en Afrique francophone et vous allez en Afrique anglophone. En Afrique anglophone, la prise de parole est beaucoup plus facile. Je trouve qu'en Afrique francophone. En Afrique francophone, on essaie toujours d'être en retrait et de faire les choses en douce. Voilà, je pense que c'est plutôt culturel. Pour vous, c'est culturel? C'est culturel. Pour moi, c'est culturel. Alors, à nuancer, parce qu'au Sénégal, quand même, on a beaucoup de femmes qui sont très engagées en politique et qui ont fait quand même des parcours. Parce que le Sénégal est une exception avec le Rwanda, où on voit de plus en plus de femmes. Oui, de plus en plus maintenant, mais bon, il y a quelques années, il n'y en avait pas autant. C'est le cas au Sénégal. Il y a beaucoup de femmes qui s'engagent en politique. D'ailleurs, elles sont souvent très vindicatives. Exactement, elles osent. Et c'est aussi le cas dans des pays qui sont étonnants. On a travaillé depuis très longtemps, ça fait 10 ans maintenant qu'on est aussi sur le Gabon, en plus du Sénégal. Et au Gabon, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Le fait de voir que présidente du Sénat, c'est une femme. La présidente qui avait fait la transition à l'époque était une femme. Le Conseil économique et social, c'était une femme pendant très longtemps. Voilà. Donc, elles occupent des fonctions importantes dans la politique, mais c'est par là aussi que ça doit changer. En janvier dernier, on a eu l'occasion de travailler pour le compte de la Banque mondiale sur l'organisation d'un événement à dimension régionale, où on a invité des femmes qui venaient de partout, des ministres, des députés, des avocates, qui venaient absolument de tous les pays, et qui venaient dans le cadre du rapport de la revue de la Banque mondiale, et qui nous ont partagé des chiffres qui étaient très édifiants. Et on s'est
rendu compte que, notamment sur la question de la politique, les femmes sont effectivement moins représentées. Et c'est ce qui fait qu'elles ont du mal à faire avancer leurs droits. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne devraient pas s'engager un peu plus en politique? Est-ce qu'elles ne devraient pas être dans les cercles décisionnels? Peut-être que le gap vient de là, non? Tout à fait, c'est indispensable. Madame Anne? Oui, je le pense. Et je pense que même quand on regarde la configuration, le Sénégal est quand même une belle exception. Absolument. Parce que les femmes sont quand même bien représentées dans les sphères de décision, ne serait-ce qu'avec la loi sur la parité. C'est-à-dire, justement, dans les fonctions, en tout cas électives, qu'il y ait la même représentation homme-femme. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde même à l'Assemblée, au Sénégal, les femmes, elles sont très, très actives. Elles sont très, très actives. Très actives. Elles font voter très des lois. vindicatives. Oui, elles font voter des lois. Ouais, elles font voter des lois. Elles arrivent vraiment à peser sur le processus de décision. Et je pense qu'effectivement, c'est à encourager. Alors, autre chose, vous êtes des mamans, vous avez des enfants, pour la plupart d'entre vous ici. Les filles, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber ce complexe, pour qu'elles soient tout à fait à l'aise? Qu'est-ce qu'il faut engager tout de suite, celles qui vous regardent et les mamans qui vous regardent aujourd'hui? Comment en finir avec ce complexe de « je suis une femme, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça ». Je crois que ça passe par la représentation. Beaucoup. Parce que on reproduit ce que l'on voit, les schémas socioculturels, les schémas que l'on perçoit dans notre quotidien. Je prends un exemple simple. J'allume mon téléviseur. Quand je vois dans ma série préférée que le médecin, c'est une femme et que c'est elle, la neurochirurgienne qui a fait je ne sais pas combien d'années d'études et c'est elle qui est en train de soigner mon héros, tout de suite, je me dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc ça passe par ça. Je crois que ce n'est pas uniquement le fait simplement de dire que naturellement, il faut investir dans l'éducation, naturellement, il faut inciter les jeunes filles. Parce que moi, j'attendais qu'au-delà de ça, bien sûr, l'on parle de l'investissement dans l'éducation. Et c'est multifactoriel. C'est une combinaison de choses sur lesquelles il faut vraiment mettre l'accent pour réussir à faire en sorte d'avoir plus de femmes dans des métiers où on ne les voit pas beaucoup. Je prends l'exemple des métiers du secteur de la mine, du pétrole. On voit très peu de femmes qui sont dans l'aviation, il y en a quelques-unes. Mais voilà, c'est le fait aussi de pouvoir représenter des femmes qui évoluent dans des secteurs qui sont traditionnellement, à tort, perçus comme étant des métiers masculins. Moi, je pense que ça doit commencer d'abord à la maison et ensuite à l'école. Parce que, vous savez, c'est très fréquent. Que ce ne soit pas seulement elle qui fasse le ménage, c'est ça? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mamans et les papas doivent donner donc, confiance à leurs filles et leur montrer qu'elles aussi, elles sont capables, elles peuvent faire. Mais pourtant, on dit que les hommes sont plus attachés à leurs filles, font plus attention à leurs filles dans les familles africaines qu'à leurs garçons. Quand on dit ça, on est un peu étonné. Est-ce qu'il n'y a pas déjà cette préférence pour la femme, au départ, en famille? Oui, mais cette préférence, je pense qu'elle a encore ses limites. Elle a encore ses limites. La femme... Elle est surprotégée, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Elle est surprotégée. On ne la pousse pas. Voilà, c'est vraiment en train de changer. C'est vraiment en train de changer, mais il y a un contexte social qui est là, qui existe. Madame Anne? Oui, moi je pense que nous, en tant que femmes leaders, on a aussi notre partition, on a notre rôle à jouer. Alors là, juste récemment, la BGFI a soutenu l'organisation qui s'occupait justement de soutenir les filles qui étaient brillantes dans les filières scientifiques. Parce qu'on se rend compte effectivement que dans les filières scientifiques, effectivement, la femme est pratiquement pas présente, en tout cas la femme sénégalaise. Et justement, cette organisation-là, c'est une organisation créée par des femmes. Et je pense qu'on a notre rôle, un impact, en tout cas, si on veut avoir l'impact d'élever justement ces filles-là et d'enlever justement cette stigmatisation où on les met dans des carcans. Nous, en tant que leaders, on a notre rôle à jouer en étant présents sur le terrain, en soutenant justement ce type d'organisation-là qui prennent en charge justement des filles jusqu'au niveau bac et puis les accompagnent jusqu'à des niveaux, des niveaux supérieurs. Et juste pour la petite histoire, c'est important d'en parler, ça s'appelle Shine to Lead et ça m'avait beaucoup impressionné. Et en général, ce sont des filles de milieux défavorisés. Où soit le papa ou la maman est mendiant ou vend au marché, la fille est obligée d'aller vendre au marché avant d'aller à l'école. Et donc, le soutien, c'est sous forme de bourse.
Et donc, on les prend en charge du point de vue scolaire. Elles ont des mentors et c'est essentiellement sur des filières scientifiques. Et je pense que si on veut vraiment jouer également notre partition, c'est de favoriser de plus en plus ce type d'action et d'être vraiment également sur le terrain. Parce qu'en accompagnant ces familles, on arrive effectivement à travailler leur mindset pour leur dire, effectivement, laissez, il y a la possibilité de... Et effectivement, après, ils s'en rendent compte parce que c'est du concret. Et les filles qu'on a rencontrées, nous, il y a juste 15 jours, elles sont en terminale, en première et dans des filières scientifiques. Et aujourd'hui, elles arrivent à s'affirmer, à affirmer leur leadership, elles savent ce qu'elles veulent et je sais que cette ONG-là les a complètement transformées. Et donc, nous, en tant que femmes leaders, je pense qu'on devrait vraiment travailler sur ce genre d'action. Encourager les filles sur ce genre d'action. À prendre les filières scientifiques, à se mettre dans des filières scientifiques. Je veux que vous m'éclairiez sur ce cliché qui a la vie dure. Est-ce que dans un pays comme celui-là, qui est à 98% musulman, la religion est un poids pour les femmes, c'est un frein pour les femmes, c'est tout? Ah non, pas du tout. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. Je pense que le Sénégal est un pays... Moi, il y a un exemple que je donne souvent. Je dis, OK, le Sénégal, premier président catholique dans un dans un pays à 95-98% de musulmans. Je veux dire ça, donnez-moi un autre exemple, je n'en trouve pas. Je trouve que vraiment de ce côté-là, le Sénégal est un exemple à suivre. Seynabou, sur la question? Non, au contraire, je pense que la dimension de la religion, si je prends l'exemple même du Coran, a tendance à justement préserver la femme, à essayer justement de la protéger et à inciter la société à respecter la femme dans tous ses attributs. Donc je ne pense pas que la religion soit un frein, bien au contraire. Ça fait partie des choses qui alimentent tout individu et qui lui permet... Mais vous savez qu'en cliché, on voit la femme toujours en retrait dans la religion musulmane pour la plupart des gens qui parlent de la religion musulmane. Et vous avez là encore utilisé le meilleur terme qui sied, un cliché. C'est un cliché parce que, bien au contraire, moi ce que je vois dans l'islam et dans la religion musulmane, c'est une religion qui élève la femme, qui a même tendance à la sacraliser, à la protéger, à vouloir la préserver et à en faire quelque chose d'extrêmement... la femme est précieuse dans l'islam, elle occupe un rôle et une place importante dans la famille et dans la société de manière générale. Mais c'est vrai de manière plus générale dans nos sociétés africaines. C'est quelque chose qui a toujours existé. Regardez, nos mamans, nos grands-mères, nos tantes, c'est souvent elles qui nous ont éduqués, élevés, c'est elles avec lesquelles on a passé le plus de temps. Et même les hommes, sont tous les premiers à reconnaître qu'ils sont extrêmement reconnaissants vis-à-vis des femmes qui les ont accompagnés depuis le début de leur vie. Donc, au contraire, je crois que c'est un élément qui est plutôt un plus pour les femmes. Alors, je voudrais que vous nous reparliez de votre activité à vous pour que les Africains connaissent un peu votre marque, puisque beaucoup d'Africains ne la connaissent pas. Il ne faut pas que ce soit seulement pour les Américains ou les autres des autres continents. Bien sûr. Non, mais c'est une... Saraya. Saraya, donc... Qui signifie quoi déjà? Saraya, en fait, c'est une région au sud-est du Sénégal qui produit de l'or. Mais c'est Saraya avec un A. Une couleur dorée, là ou... Voilà, peut-être, oui. De vos vêtements. Et pour moi, la femme est précieuse. Je fais du tradi moderne, donc, comme j'ai dit, créé en 2014. Mais c'est un produit qui est très utilisé en Afrique, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Donc, oui, l'Afrique d'abord, et après, maintenant, ça a commencé à s'étendre donc, en Europe et aux États-Unis. Et où est-ce qu'on trouve vos produits pour ceux que vous vilipendez, qui vont toujours dans les grandes marques en Europe? Où est-ce qu'on peut acheter des vêtements Saraya? On a des boutiques qui nous représentent. Il y en a une à Dakar qui s'appelle F Concept, qui est sur la rue Jules Ferry. On a 2 boutiques qui nous représentent aussi à Abidjan. Donc, on a, grâce au fonds qu'on a reçu, donc on est en train de refaire notre site web, donc qui va être publié. En ligne. Exactement. Mais est-ce que vous allez pouvoir répondre à la demande aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que les banques vont pouvoir vous financer? Est-ce que, par exemple, vous imaginez, Madame Anne, de la BGFI, vous permettre de devenir une grande industrie? De toutes les façons, moi, je ne ferme rien. Je reste ouverte. Je l'espère, en tout cas, que... en tout cas, les arts créatifs, on se rend compte en Afrique. Déjà, la Banque africaine de développement a compris, à travers son projet Fashionomics, a compris que les arts créatifs, c'est ce qu'on sait faire de mieux en Afrique.
Donc, il faut investir dans les arts créatifs. Voilà, le Sénégal est une destination pour la mode. Le Sénégal est connu pour ça. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Togo, les meilleurs tailleurs, c'est des Sénégalais. Donc, il va falloir aussi qu'on transforme notre coton qui ne vienne pas d'ailleurs avant que nous ne le puissions l'utiliser, que nous allions du début à la fin du process. C'est ça, exactement. Et que ça permette à votre filière de se développer. Et vous, est-ce que, Seynabou Dia, aujourd'hui, vous avez le sentiment que on vous respecte dans votre métier, c'est vrai, mais que vous pouvez vous étendre sur le reste du continent facilement. C'est l'ambition. Je pense qu'on est engagé dans cette démarche-là. On a envie aujourd'hui de faire valoir cette expertise. Je remercie au passage parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte particulier du Covid. Toutes ces entreprises africaines qui continuent à s'engager aux côtés d'autres entreprises africaines, donc leurs partenaires, celles qui les accompagnent. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais nous allons non seulement poursuivre notre développement à l'échelle continentale, et pourquoi pas les compétir à l'échelle internationale, parce que je crois qu'il ne faut pas se limiter. Mais commençons d'abord pour ce qui est. Et à l'échelle africaine, réussir dans les domaines d'expertise sur lesquels nous sommes tout aussi compétents et qu'on propose des choses qui sont souvent aussi moins en décalage avec nos réalités, parce que cette expertise africaine, elle existe. Il peut y avoir des exceptions. Malheureusement, je suis obligé de vous interrompre. Je sais que quand vous êtes de la communication, quand vous prenez la parole, il est difficile de vous l'arracher. Merci en tout cas, mesdames, d'avoir accepté de venir ici débattre de cela. Et puis bon courage. On espère que bientôt on n'aura plus besoin de faire la promotion du genre et que les choses seront tout à fait normales. Il n'y aura pas besoin de parler de femmes ou d'hommes dans tel ou tel métier. Bon courage à vous et à très vite. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence sur les antennes de Radio France Internationale. À très vite.